trésor de Robert Louis Stevenson. Première partie, le vieux flibustier. Chapitre 3, la tache noire. Vers midi, chargé de boissons rafraîchissantes et de médicaments, je pénétrai chez le capitaine. Il se trouvait à peu près dans le même état, quoique un peu ranimé, et il me parut à la fois faible et agité. « Jim, me dit-il, tu es le seul ici qui vaille quelque chose. Tu le sais, j'ai toujours été bon pour toi. Pas un mois ne s'est passé où tu n'aies reçu tes 10 sous. Et maintenant, camarade, tu vois comme je suis aplati et abandonné de tous. Dis, Jim, tu vas m'apporter un petit verre de rhum tout de suite, n'est-ce pas, camarade ? Le docteur, commençai-je. Mais il éclata en malédiction contre le docteur, d'une voix lasse, quoique passionnée. Les docteurs sont tous des sagouins, fit-il. Et celui-là, hein, qu'est-ce qu'il y connaît aux gens de mer ? J'ai été dans des endroits chauds comme braise, où les copains tombaient l'un après l'autre de la fièvre jaune, où les sacrés tremblements de terre faisaient onduler le sol comme une mer. Qu'est-ce qu'il y connaît, ton docteur, à des pays comme ça ? Et je ne vivais que de rhum, je te dis. C'était ma boisson et ma nourriture. Nous étions comme mari et femme. Si je n'ai pas tout de suite mon rhum, je ne suis plus qu'une pauvre vieille carcasse échouée. Et mon sang retombera sur toi, Jim, et sur ce sagouin de docteur. Il se mit à sacrer. Vois, Jim, comme mes doigts s'agitent, continua-t-il d'un ton plaintif. Je ne peux pas les arrêter, je t'assure. Je n'ai pas bu une goutte de toute cette maudite journée. Ce docteur est un idiot, je te dis. Si je ne bois pas un coup de rhum, Jim, je vais avoir des visions. J'en ai déjà. Je vois le vieux Flint dans ce coin-là derrière toi. Je le vois aussi net qu'en peinture. Et si j'attrape des visions, comme ma vie a été orageuse, ce sera épouvantable. Ton docteur lui-même a dit qu'un verre ne me ferait pas de mal. Jim, je te paierai une guinée d'or pour une topette. Son agitation croissait toujours, et cela m'inquiétait pour mon père qui, étant au plus bas ce jour-là, avait besoin de repos. D'ailleurs, si la tentative de corruption m'offensait un peu, j'étais rassurée par les paroles du docteur qui me rappelaient le capitaine. « Je ne veux pas de votre argent, lui dis-je, sauf celui que vous devez à mon père. Vous aurez un verre, pas plus. » Quand je le lui apportai, il le saisit avidement et l'absorba d'un trait. « Ah oui, fit-il, ça va un peu mieux, pour sûr. Et maintenant, camarade, ce docteur a-t-il dit combien de temps je resterai cloué ici, sur cette vieille paillasse ? Au moins une huitaine. » « Tonnerre, une huitaine, ce n'est pas possible. D'ici là, ils m'auront flanqué la tache noire. En ce moment même, ces ganaches sont en train de prendre le vent sur moi, des feignants incapables de conserver ce qu'ils ont reçu, et qui veulent flibuster la part d'autrui. Est-ce là une conduite digne d'un marin, je te le demande ? Mais je suis économe dans l'âme, moi. Jamais je n'ai gaspillé ni perdu mon bon argent, et je leur ferai encore la nique. Je n'ai pas peur d'eux, je vais larguer un riz, camarade, et les distancer à nouveau. » Tout en parlant ainsi, il s'était levé de sa couche, à grand-peine, en se tenant à mon épaule, qu'il serrait quasi à me faire crier, et mouvant ses jambes comme des masses inertes. La véhémence de ses paroles, quant à leur signification, contrastait amèrement avec la faiblesse de la voix qui les proférait. Une fois assis au bord du lit, il s'immobilisa. « Ce docteur m'a tué, balbutia-t-il. Mes oreilles teintes, recouche-moi. » Je n'eus pas le temps de l'assister, il retomba dans sa position première, et resta silencieux 1 minute. « Jim, dit-il enfin, tu as vu ce marin de tantôt ? Chien noir ? » ?»« Oui, chien noir. C'en est un mauvais, mais ceux qui l'ont envoyé sont pires. Voilà, si je ne parviens pas à m'en aller, et qu'ils me flanquent la tache noire, rappelle-toi qu'ils en veulent à mon vieux coffre de mer. Tu montes à cheval, tu sais monter, hein ? Donc tu montes à cheval, et tu vas chez... Eh bien oui, tant pis pour eux. Chez ce sempiternel sagouin de docteur, leur dire de rassembler tout son monde, magistrat et le reste, et il leur mettra le grappin dessus à l'amiral Benbow. Tout l'équipage du vieux Flint, petits et grands, tout ce qu'il en reste. J'étais premier officier, moi, premier officier du vieux Flint. Et je suis le seul qui connaisse l'endroit. Il m'a livré le secret à Savannah, sur son lit de mort, à peu près comme je pourrais faire à présent, vois-tu. Mais il ne te faut les livrer que s'il me flanque la tache noire, ou si tu vois encore ce chien noir, ou bien un homme de mer à une jambe, Jim, celui-là surtout. Mais qu'est-ce que c'est que cette tache noire, capitaine ? C'est un avertissement, camarade, je t'expliquerai s'ils en viennent là. Mais continue à ouvrir l'œil, Jim, et je partagerai avec toi à égalité, parole d'honneur. Il divagua encore un peu d'une voix qui s'affaiblissait, mais je lui donnai sa potion. Il la prit, docile comme un enfant, et fit la remarque que, si jamais un marin avait eu besoin de drogue, c'était bien lui. Après quoi il tomba dans un sommeil profond comme une syncope, où je le laissai. Qu'aurais-je fait si tout s'était normalement passé ? Je l'ignore. Il est probable que j'aurais tout raconté au docteur, car je craignais terriblement que le capitaine se repentît de ses aveux et se débarrassât de moi. Mais il advint que mon pauvre père mourut cette nuit-là, fort à l'improviste, ce qui me fit négliger tout autre souci. Notre légitime désolation, les visites des voisins, les apprêts des funérailles et tout le travail de l'auberge à soutenir entre-temps m'accaparèrent si bien que j'eus à peine le loisir de songer au capitaine, et moins encore d'avoir peur de lui. Il descendit le lendemain matin, à vrai dire, et prit ses repas comme d'habitude. Il mangea peu, mais but du rhum.
Je le crains plus qu'à l'ordinaire, car il se servit lui-même au comptoir, l'air farouche et soufflant par le nez, sans que personne osât s'y opposer. Le soir qui précéda l'enterrement, il était plus ivre que jamais, et cela scandalisait dans cette maison en deuil, de l'ouïr chanter son sinistre vieux refrain de mer. Mais, en dépit de sa faiblesse, il nous inspirait à tous une crainte mortelle, et le docteur, appelé subitement auprès d'un malade qui habitait à plusieurs milles, resta éloigné de chez nous après le décès de mon père. Je viens de dire que le capitaine était faible. En réalité, il paraissait s'affaiblir au lieu de reprendre des forces. Il grimpait et descendait l'escalier, allait et venait de la salle à l'estaminet et réciproquement, et parfois mettait le nez au dehors pour humer l'air salin. Mais il marchait en se tenant au mur, et respirait vite et avec force, comme on fait en escaladant une montagne. Pas une fois il ne parla en particulier, et je suis persuadée qu'il avait quasi oublié ses confidences. Mais son humeur était plus instable, et en dépit de sa faiblesse corporelle, plus agressif que jamais. Lorsqu'il avait bu, il prenait la manie inquiétante de tirer son coutelas et de garder la lame à sa portée sur la table. Mais tout compte fait, il se souciait moins des gens et avait l'air plongé dans ses pensées et à demi absent. Une fois, par exemple, à notre grande surprise, il entonna un air nouveau, une sorte de rustique chanson d'amour qu'il avait dû connaître tout jeune avant de naviguer. Ainsi allèrent les choses jusqu'au lendemain de l'enterrement. Vers les 3 heures, par un après-midi âpre de brume glacée, je m'étais mis sur le seuil une minute, songeant tristement à mon père, lorsque je vis sur la route un individu qui s'approchait avec lenteur. Il était à coup sûr aveugle, car il tapotait devant lui avec son bâton, et portait sur les yeux et le nez une grande visière verte. Il était courbé par les ans ou par la fatigue, et son vaste caban de marin, tout loqueteux, le faisait paraître vraiment difforme. De ma vie, je n'ai vu plus sinistre personnage. Un peu avant l'auberge, il fit halte, et, élevant la voix sur un ton de mélopée bizarre, interpella le vide devant lui. Un ami compatissant voudrait-il indiquer à un pauvre aveugle, qui a perdu le don précieux de la vue en défendant son cher pays natal, l'Angleterre et le roi George, que Dieu bénisse? Où et en quel lieu de ce pays il peut bien se trouver présentement? Vous êtes à l'amiral Benbow, crique du Mont Noir, mon brave homme, lui répondis-je. J'entends une voix, reprit-il, une voix jeune. Voudriez-vous me donner la main, mon aimable jeune ami, et me faire entrer? Je lui tendis la main, et le hideux aveugle aux paroles mielleuses l'agrippa sur le champ, comme dans des tenailles. Tout effrayé, je voulus me dégager, mais l'aveugle, d'un simple effort, m'attira tout contre lui. Maintenant, petit, mène-moi auprès du capitaine. Monsieur, répliquai-je, sur ma parole, je vous jure que je n'ose pas. Ah, ricana-t-il, c'est comme ça. Mène-moi tout de suite à l'intérieur, ou sinon je te casse le bras. Tout en lui parlant, il me le tordit, si fort que je poussai un cri. Monsieur, repris-je, c'est pour vous ce que j'en dis. Le capitaine n'est pas comme d'habitude, il a toujours le coutelas tiré. Un autre monsieur, allons, voyons, marche. Jamais je n'ouïs voix plus froidement cruelle et odieuse que celle de cet aveugle. Elle m'intimida plus que la douleur, et je me mis aussitôt en devoir de lui obéir. Je franchis le seuil et me dirigeai droit vers la salle où se tenait, abruti de Rome, notre vieux Forban malade. L'aveugle, me serrant dans sa poigne de fer, m'attachait à lui et s'appuyait sur moi presque à me faire succomber. Mène-moi directement à lui, et dès que je serai en sa présence, crie « Bill, voici un ami pour vous. Si tu ne fais pas ça, moi, je te ferai ceci. » Et il m'infligea une saccade dont je pensais m'évanouir. Dans cette alternative, mon absolue terreur du mendiant aveugle me fit oublier ma peur du capitaine. J'ouvris la porte de la salle et criai d'une voix tremblante la phrase qui m'était dictée. Le pauvre capitaine leva les yeux. En un clin d'œil, son ivresse disparut, et il resta béant, dégrisé. Son visage exprimait, plus que l'effroi, un horrible dégoût. Il alla pour se lever, mais je crois qu'il n'en aurait plus eu la force. « Non, Bill, dit le mendiant, reste assis là. Je n'y vois point, mais j'entends remuer un doigt. Les affaires sont les affaires. Tends-moi ta main gauche. Petit, prends sa main gauche par le poignet et approche-la de ma droite. » Nous lui obéîmes tous deux exactement, et je le vis faire passer quelque chose du creux de la main qui tenait son bâton, entre les doigts du capitaine qui se refermèrent dessus instantanément. « Voilà qui est fait, dit l'aveugle. À ces mots, il me lâcha soudain et, avec une dextérité et une prestesse incroyables, il décarpit de la salle et gagna la route. Figé sur place, j'entendis décroître au loin le tapotement de son bâton. Il nous fallut plusieurs minutes au capitaine et à moi pour recouvrer nos esprits. À la fin, et presque simultanément, je laissai aller son poignet que je tenais toujours, et il retira la main pour jeter un bref coup d'œil dans sa paume. « À 10 heures, s'écria-t-il. Cela me donne 6 heures. Nous pouvons encore les flibuster. » Il se leva d'un bond, mais au même instant, pris de vertige, il porta la main à sa gorge, vacilla une minute, puis, avec un râle étrange, s'abattit de son haut, la face contre terre. Je courus à lui, tout en appelant ma mère. Mais notre empressement fut vain. Frappé d'apoplexie foudroyante, le capitaine avait succombé. Chose singulière à dire, bien que sur la fin il éveilla ma pitié, jamais certes je ne l'avais aimé. Pourtant, dès que je le vis mort, j'éclatai en sanglots.
C'était le second décès que je voyais, et le chagrin dû au premier était encore tout frais dans mon cœur.